Et en micro, t'es là-bas? Ouais, micro là-bas, non. Et si je parle comme ça va? Ouais, je pense que ça. Salut à tous, on est avec Aude Goni-Goubert, dit Aude GG du coup, qui est comédienne et maintenant qui est un petit peu youtubeuse, on peut le dire aussi. Tu as travaillé avec Golden Moustache, Palmacho, Studio Bagel et maintenant tu te lances un petit peu toute seule. Si tu avais envie de te lancer dans cette aventure solo? J'avais envie de faire un projet pour moi, je travaille beaucoup pour les autres, c'est normal en tant que comédienne, hein, mais j'avais envie de faire un projet qui me ressemble, que je ferais à ma façon et avec un sujet qui me tient à cœur. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je vais plutôt dire que je suis vidéaste que youtubeuse, parce que je ne fais pas partie de l'entreprise YouTube. Ouais. Mais oui, du coup j'ai lancé ma chaîne avec ce projet Virago. Pour parler des femmes qui ont changé le monde et dont on a peu, voire pas entendu parler, qui ont fait des choses extraordinaires. Donc là tu te lances toute seule et tu l'as dit, avant tu travaillais quasiment exclusivement que pour des hommes, quoi. Donc, Oui, c'est vrai, après c'est le hasard des choses et des rencontres, hein, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai été énormément dans des collectifs ou à travailler pour des duos qui sont exclusivement composés d'hommes. T'en tires que du positif de ces expériences, que ce soit avec le Palmacho, Golden Moustache, Studio Bagel? Je pense que ça va être amené peut-être à continuer, hein. Il y aura peut-être d'autres projets. Et c'est que du positif? Moi je me suis, j'ai adoré ça, je me suis éclatée, c'est des gens talentueux, c'est des collectifs super riches de gens qui savent tout faire, qui sont auteurs, réalisateurs, comédiens, qui ont des multicasquettes et qui ont des univers en plus tous différents. Donc pour moi c'était le bonheur, c'était hyper enrichissant. Ça n'exclut pas l'envie de faire d'autres choses et d'être un peu plus pour moi, mais oui, j'en tire que des expériences positives. Avoir ces contacts-là, et que ton visage du coup soit familier un petit peu au public YouTube, tu penses que ça a pu t'aider aussi à te lancer toute seule? C'est-à-dire que les gens au moins savaient qui t'étais, reconnaissaient ton visage, on l'a vu dans le Palmacho, on l'a vu avec Studio Bagel. C'est certain que j'avais une solide base de gens qui me connaissaient, qui me suivaient, et je pense que j'ai vraiment un vrai privilège par rapport à des gens qui se lanceraient comme ça en partant de rien. C'est que déjà quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, sans avoir jamais rien mis, j'avais déjà une base de 3-4 000 personnes qui s'étaient dit tiens, si un jour il se passe quelque chose sur cette chaîne, on sera là déjà. et donc voilà, j'ai eu la chance déjà de démarrer avec une petite base à laquelle quand j'ai décidé de lancer la chaîne, j'ai pu faire appel en leur disant peut-être que si vous avez envie d'en parler autour de vous et de m'aider déjà à solidifier cette base-là, on peut aller un peu plus loin. Et donc du coup, très vite, j'ai obtenu 10 000 abonnés, et qui est un seuil assez symbolique en fait, qui permet de faire plus de choses d'accéder au YouTube Space à Paris. D'accéder au YouTube Space, où désormais je tourne mes vidéos. C'est quand même assez gratifiant d'avoir ce public là vraiment qui te suit pour ton travail. Tu as pu avoir des commentaires, j'imagine, positifs dans des vidéos du Palmacho qui félicitent tes performances, mais là c'est vraiment tout ton travail qui est récompensé, qui est félicité sur ta chaîne perso. Oui, et puis en plus surtout c'était un pari audacieux parce que c'est complètement l'inverse de tout ce que j'ai fait toujours. Moi j'ai été toujours dans de l'humour, dans du potage, dans du sketch, et là je suis vraiment dans de la chronique, dans un truc assez de niche qui a vocation un petit peu pédagogique, éducative. On est dans de l'histoire, on est dans du féminisme, on est dans un truc qui peut ne pas plaire à tout le monde. Donc c'était assez audacieux, et je suis assez contente parce que je pense que ça doit être à l'image du but que je me suis fixé, c'est-à-dire faire un truc qui me ressemble, parce que du coup ça n'a pas du tout dérangé les gens, et au contraire ils m'ont vraiment suivi là-dedans. Donc c'est cohérent avec ce que je devais dégager à la base. Marguerite Durand est née le 24 janvier 1864 à Paris. Après une éducation au couvent, elle entre au Conservatoire national de musique et de déclamation. Et j'en sors avec le premier prix de comédie. Virago, c'est vraiment un personnage. C'est-à-dire que la chroniqueuse est un personnage qui relate vraiment des faits historiques, avérés, qui a un petit look, qui a un truc un peu pincé, un peu... voilà. Elle ne prend jamais parti sur ce qui est raconté. Il n'y a pas d'avis personnel. Et les personnages à côté que j'interprète, vraiment, qui sont des femmes qui ont vraiment existé, chaque mot que je leur fais dire a été dit, a été prononcé, a été écrit. Je ne me permettrai jamais de mettre un propos engagé dans la bouche d'un personnage s'il ne l'a pas lui-même prononcé avant. Donc en fait, il y a une espèce d'exigence du fait historique, exigence des sources ultra recoupées et de tout ce qui est dit dans les épisodes. Par contre, moi, je ne me permets pas d'intervenir, moi, en tant que Aude, dans ces personnages-là. Tu fais un peu un travail journalistique pour le coup, de recouper les informations, d'aller chercher des sources Je pense que c'est Internet qui nous l'exige, parce qu'on ne peut pas faire de concession à la vérité sur Internet, et que si on a un propos un peu inexact ou un peu ou faux, je pense qu'il y a 800 personnes qui nous tombent dessus.
Donc ça oblige à une exigence et à une rigueur, ou alors on raconte n'importe quoi et on fait des vidéos complétistes, mais ça, c'est complètement un autre sujet. Mais du coup, ça nous oblige à une rigueur qui fait que, effectivement, moi je recoupe mes sources, c'est-à-dire que si j'ai pas plus de 2 sources sur une information, elle sort de ma chronique, immédiatement. Il faut que, voilà, et sous mes vidéos, les gens ne cliquent jamais sur cette petite flèche, mais moi sous mes vidéos, il y a des liens, il y a des il y a toutes les sources, c'est-à-dire qu'il y a les 25 000 sources qui m'ont servi à construire ma chronique. Donc l'émission s'appelle Virago. Virago, c'est un terme péjoratif actuellement qui décrit une femme très masculine. Toi, le but, c'était de réhabiliter ce terme et de redonner un peu du sens à ce terme qui a totalement, au fil des siècles, perdu de son sens initial. Oui, en fait, Virago, aujourd'hui, c'est une femme qui se conduit comme un homme, mais dans un truc très péjoratif, donc qui aurait des manières d'un homme, qui serait brutal, qui serait... et la définition archaïque de ce terme, c'est une femme forte, courageuse, une guerrière, une héroïne. Donc là, on est passé de l'héroïne à un garçon manqué, quasiment. Au garçon manqué, mais un truc dans le... Même plus que ça, pire que ça. Ouais, pire que ça. Et donc, je me dis à quel moment déjà être un homme est une insulte. Je ne considère pas qu'être un homme ce soit quelque chose d'horrible. Et donc je me suis dit, mais pourquoi d'un coup il faut absolument en fait, minimiser ce espèce d'héroïsme féminin. Donc je me suis dit, j'ai envie de rétablir cette définition archaïque. Alors c'est vrai que souvent quand les gens connaissent le terme, ils disent, mais c'est bizarre d'avoir appelé ton émission comme ça. Je dis, non, mais c'est pour ça que dans ma bande-annonce de chaîne, il y a la définition archaïque pour montrer aux gens que non, ça peut être positif. Et c'est pour moi dans la lignée de l'empouvoirment dont on parle souvent en ce moment, essayer de rendre aux femmes une possibilité de s'émanciper, d'avoir du pouvoir, de prendre la parole. Voilà. Et du coup, dans ce format-là, tu parles de femmes parfois peu connues, parfois oubliées malgré ce qu'elles ont pu faire à leur époque. Tu avais envie aussi de redonner leur lettre de noblesse à ces femmes qui ont été oubliées alors qu'elles ont fait beaucoup de choses pour la cause féminine, qu'elles ont fait beaucoup de choses pour la société à leur époque. Oui, et puis c'est vrai que avant tout, avant d'avoir un chemin engagé ou militant ou quoi que ce soit, c'est avant tout une admiration personnelle que je peux avoir pour ces parcours-là. Quand je découvre une auteure de 1524 qui a écrit un traité féministe parce qu'elle en avait assez qu'on minimise la place des femmes dans la société, je me dis c'est incroyable que 6 siècles plus tard, on en est toujours à discuter de la même chose. Et je trouve ça complètement fascinant, surtout que peut-être que pour nous c'est beaucoup plus facile d'en parler qu'à une époque où sans le mari, on n'était rien. Donc ça part déjà d'une admiration pour ces femmes-là. Et après, par ailleurs, il y a cette partie, on va dire, féministe et militante, mais il y a aussi des gens comme Hélène Keller, dont j'ai traité, qui a fait énormément pour le handicap et l'image du handicapé, parce que c'est la première femme handicapée à obtenir un diplôme universitaire, à écrire des livres, alors qu'elle était sourde et aveugle. Elle écrit des livres, elle apprend 7 langues. Donc je me dis... au-delà du sujet du féminisme, c'est des femmes qui ont transcendé leurs conditions, quelles qu'elles soient, pour faire des choses merveilleuses. Et je trouve que c'est un joli message inspirant pour tout le monde, en fait, que ce soit homme ou femme, de se dire, en fait, où que tu sois, tu peux faire des choses et tu peux faire encore plus, encore mieux, et rien ne te limite. Pour t'aider à tourner ces vidéos YouTube Space, tu as des proches, tu as des amis qui peuvent t'aider à tourner d'un point de vue technique. Après avoir travaillé pour les autres, finalement, maintenant les autres travaillent un peu pour toi. Ça te fait plaisir que les gens te rendent un petit peu... l'appareil gracieusement, ça t'a touché? C'est extraordinaire. Enfin, moi, à chaque journée de tournage, je m'aplatis devant mon équipe en disant mais merci, parce que pour l'instant, je ne finance pas du tout cette histoire. C'est complètement bénévole. Tout le monde est bénévole. On ne gagne pas de sous, parce que c'est un peu le mythe de tu es sur YouTube, tu as un certain nombre d'abonnés, tu as des sous, mais vraiment, on a gagné 0 pour l'instant. Mais c'est pas grave, tout le monde le fait, et c'est vrai que c'est au fur et à mesure des années, il y a quand même un lien professionnel qui se tisse, des amitiés et une espèce de soutien mutuel où ces gens, quand je leur dis je vais lancer ce projet, et j'en ai 4-5 qui m'ont dit nous on veut venir t'aider, comment on peut t'aider? Je dis mais attends, tu es un grand professionnel, tu vas pas venir, regarde. Mais si, bien sûr. Et donc c'est merveilleux, mais c'est aussi ce qui fait la force de ce métier. Je pense qu'il y a peu de domaines où les gens donneraient comme ça de leur temps pour faire une journée de boulot qui normalement est payée et la donner au service d'un projet. Tu as une formation de comédienne de base, tu as été sur les planches, après tu as été sur le web depuis quelques années maintenant. Il y a des grosses différences, des grosses ruptures entre être comédienne sur les planches et être comédienne sur YouTube, même sur Internet, sur Dailymotion? Moi je fais le même métier partout.
C'est-à-dire que oui, évidemment, jouer au théâtre, c'est pas du tout la même démarche qu'être face caméra, mais moi je considère que je fais pas moins mon métier ou pas différemment mon métier quand je prépare un rôle pour le théâtre, pour le web, pour le cinéma, pour un comité d'entreprise ou pour un spectacle pour enfants, parce que j'ai fait ça aussi, et j'ai toujours fait mon métier de la même façon, donc c'est pas les mêmes, on va dire que c'est pas les mêmes techniques, ou que c'est pas les mêmes chemins, mais en fait c'est la même approche du travail. Okay. Elle est dégueulasse cette andouillette. Est-ce que le web, du coup, apporte quelque chose en plus que le théâtre? Est-ce qu'il y a vraiment tu tires d'autres enseignements de tes expériences, de tes collaborations? C'est peut-être beaucoup plus riche en collaboration, le web, que le théâtre. Tu as pu travailler avec beaucoup plus de personnes? C'est sûr que sur le web, il y a une espèce de solidarité et par exemple, on le voit dans un festival comme ici, on ne se connaît pas forcément tous, mais en fait on se connaît. Et en fait on se parle, il y a une espèce de lien qui se crée immédiatement, parce qu'on sait tous par les chemins par lesquels on est passé, et que quand on est au théâtre, c'est des institutions plus fermées, puis c'est des projets plus en vase clos. Là, on sait qu'on peut s'appeler les uns les autres, se proposer des collaborations, donc ça circule beaucoup plus dans le web, clairement. Tu as notamment travaillé à la Comédie Française. C'est un environnement particulier. C'est vrai qu'on le voit un petit peu comme une institution un peu érigée en suprématie, qui nous domine un petit peu, qui régit un petit peu tout ça. C'est un peu particulier, cette ambiance-là? Mais en fait, pour l'avoir vraiment connu de l'intérieur, c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on imagine. Et c'est vraiment un endroit, c'est merveilleux parce que c'est l'inverse de ce qu'on vit sur le web. C'est-à-dire qu'à la Comédie Française, tout est à disposition pour faire extrêmement bien les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut que viser l'excellence parce qu'on a tout, en fait. Tous les corps de métier sont réunis dans la même maison pour travailler. C'est-à-dire qu'à tous les étages, il y a des accessoiristes, des costumiers, de la technique. Et à tous les étages, en fait, on peut aller frapper aux portes et obtenir quelque chose qui va être une valeur ajoutée au projet qu'on fait. Le web, c'est ça, version un peu plus pauvre. Donc ça va plus être de la débrouille, de la démerde, etc. C'est vrai que commencer à apprendre son métier à la Comédie Française, quand on arrive après dans des réalités de théâtre par ailleurs ou de web, tout de suite ça fait un peu plus drôle. Ah, d'accord, donc vraiment je dois construire ce mur moi-même. Ok, très bien. T'as mis du temps à essayer de te lancer en solo sur YouTube, tu le racontais, t'avais des Pierre Cross à se lancer alors qu'au départ ils voulaient que tu mettes cette vidéo que vous avez fait ensemble sur ta propre chaîne. Tu penses qu'il y a un manque de confiance des filles qui veulent se lancer, des femmes qui veulent se lancer sur YouTube? T'as un peur de mauvais retours, on attend plus les femmes au tournant, on les jugera plus durement qu'un homme? Alors, à l'époque où Pierre Cross a commencé sa chaîne, par exemple, où j'ai eu l'occasion, la chance de faire partie des premières vidéos, j'avais pas de, j'avais pas de velléité à me lancer seule. Donc c'est un peu particulier. C'est qu'à l'époque, moi, j'y pensais même pas. En fait, ça me venait même pas à l'esprit. Et j'avais pas ni besoin ni j'y voyais pas l'intérêt. Par contre, quand j'ai eu envie de le faire, je sais que je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fait peur? C'est compliqué de se lancer. Quand on prend la parole en étant une femme sur Internet, on est confronté à des difficultés que ne rencontre pas forcément un homme qui se lance sur Internet, parce que c'est plus la norme aujourd'hui de ce qu'on voit. Donc je me suis posé la question. Après, je noircis pas le tableau parce que je considère que finalement ça fait pas si peur, finalement c'est pas si compliqué. Moi, mon retour d'expérience est très positif. Et surtout, j'avais moins de... Voilà, je partais pas de rien. Donc j'avais une possibilité quand même de me lancer plus facilement. C'est-à-dire que mon doute, il a dû durer 4 minutes 35. Et après, j'ai dit, bon, je vais me lancer. Voilà. C'était plus... La complexité pour moi était de faire un format très original, de sortir du lot, de pas juste me fondre dans une tendance et de faire la même chose que tout le monde, et d'avoir envie d'apporter aux gens qui me suivent une valeur ajoutée en disant, ah, elle nous donne un truc en plus, elle ne fait pas juste un énième programme comme tout le monde. Et pour marcher sur YouTube en quelque sorte, est-ce qu'il faut faire, c'est sortir du lot, faire de la valeur ajoutée et faire quelque chose d'un peu original? Moi j'en suis persuadée parce que vu le nombre de contenus et vu le flow, l'espèce de noyade, moi je suis une très mauvaise consommatrice de vidéos, c'est-à-dire que si je me pointe sur YouTube, je ne sais pas où chercher. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas où chercher pour trouver un contenu qui m'intéresse. C'est rare que je trouve un truc où je me dis « Ah, ça m'accroche absolument, je m'abonne. » Voilà. Donc c'est compliqué, donc je pense qu'effectivement, pour rencontrer le succès et pour rencontrer un public, et même sans succès en tout cas pour être un petit peu créatif, il faut vraiment sortir du lot et proposer un contenu qu'on n'a pas vu 1000 fois.
Et tu me trouves comment par rapport aux photos? Bah, disons que tu maîtrises bien Photoshop. Je me rappelle que tu avais mis sens de l'humour dans la description. Ouais, mais là, c'en est pas. Et il y a aussi cette envie de changer des choses, de crever ce plafond de verre. On en parlait aussi hier, que les femmes, on a l'impression qu'elles ont ce plafond de verre qu'elles ne peuvent pas vraiment dépasser. Il y a cette volonté aussi à un moment qu'il n'existe plus à terme. Je pense qu'elles peuvent le dépasser, mais je pense qu'elles ne peuvent pas le faire toutes seules. Je pense qu'il y a vraiment un besoin d'entraide, de solidarité, de relais et d'être un petit peu plus poussé en avant en fait, pour passer un certain seuil de nombre d'abonnés, parce qu'effectivement c'est ça qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de femmes sur YouTube, il y en a énormément dans tous les domaines, c'est extrêmement diversifié. On a l'impression qu'elles sont que en mode et en lifestyle et en beauté, pas du tout. Il y a vraiment il y a des femmes qui font de la politique, de la science, de la physique, des maths, de la culture, voilà. Sauf que elles ont un nombre d'abonnés très limité qui fait qu'elles ne ressortent pas comme majorité visible. Donc elles restent enfermées dans une nasse un petit peu sombre au fond de la marmite. Voilà. C'est plutôt ça le truc, c'est que effectivement on a du mal à fédérer un grand nombre d'abonnés alors qu'il y a des contenus fantastiques, mais parce que c'est moins proposé par YouTube, parce que quand on regarde un contenu masculin, on nous propose d'autres contenus qui ressemblent à ce qu'on regarde, c'est le principe de l'algorithme. Donc forcément, pour découvrir une nouvelle chaîne, c'est compliqué. Et justement, donc la cause des femmes, le sort des femmes t'importe beaucoup. Il y a d'autres sujets qui te tiennent à cœur, pas forcément par militantisme, mais par intérêt pur dans la société actuelle. Moi, je suis un être plein de convictions. Après, je m'exprime jamais sur d'autres sujets que celui-là que je maîtrise un peu, bien que je n'ai pas l'impression d'en faire ma vie et d'en faire un militantisme complètement dingue, hystérique et y passer ma vie. C'est-à-dire que j'ai d'autres sujets d'intérêt. Après, si je peux me permettre une vulgarité dans ta vidéo, je considère que la politique, la religion et la sodomie sont des choses de l'ordre du privé. Ouais. Et on en parle avec ses intimes, et quand on n'a rien à dire, qu'on n'est pas spécialiste dessus, moi personnellement j'en parle pas en public. C'est-à-dire que j'ai plein de convictions, je crois en plein de choses. C'est pas des sujets sur lesquels je m'exprime en public, parce que je considère que... Donc tu feras pas du militantisme en quelque sorte, tu ne donneras pas ton opinion sur Twitter, sur Facebook, c'est pas le but. Parfois ça peut transparaître dans parce que j'ai des colères comme tout le monde, parce que j'ai ça, mais je me réserve sur des sujets qui sont pour moi de l'ordre de l'intime en fait. Et je trouve ça formidable, les artistes qui prennent parti, qui s'engagent, qui se out sur des convictions. Mais moi, à mon échelle, je me dis, mais qui je suis pour penser que mon avis importe, intéresse les autres et va faire changer les autres d'avis. Non, je ne suis pas sûre d'être à cette place-là. Justement, pour ces sujets et même de manière générale, tu t'informes beaucoup, tu lis la presse, comment ça se passe toi pour t'informer, pour rester éveillé? Malheureusement, je lis beaucoup la presse. Je m'informe beaucoup et ça me... Ça te désespère. Ça me met très mal. Et en plus, alors là, c'est une vieille personne qui va parler. Je trouve que on se noie dans un flot d'informations qui est encore plus anxiogène, quoi. C'est très anxiogène. Moi, je suis en train de penser sérieusement à complètement arrêter Twitter enfin, en tout cas, je l'ai déjà relégué au fond de mes applications à la fin de mon téléphone, pour ne pas l'ouvrir tout le temps, parce que je trouve ça très anxiogène en fait, ce flot d'informations continues et ce flot de mauvaises nouvelles, parce qu'effectivement pour que ça nous pop-up et que ça nous retienne l'attention, il faut que d'un coup que ça soit très dramatique, très tragique. Moi je trouve ça très anxiogène et je préfère me concentrer sur des choses positives sans éluder les questions, mais en tout cas je trouve que le trop d'informations n'est pas forcément bon pour la santé. Oui, on a l'habitude de ce genre d'intervention. Là, c'est madame qui a appelé, mais c'est souvent les voisins aussi qui entendent des blagues à travers les murs. Donc là, on va au DH2I. C'est un service qui surveille les réseaux sociaux en permanence et qui essaye d'identifier des modèles d'infraction qui se répètent.
Du coup, juste pour finir, dernière question. Cette année 2017-2018 qui arrive, comment ça va se passer pour toi? Ça va être quoi tes projets sur le plan perso, même d'un point de vue des collaborations pour la chaîne OGG? Est-ce qu'il y aura d'autres programmes? Il y a des choses auxquelles tu penses? Oui. Alors déjà, par ailleurs, en tant qu'actrice, j'ai beaucoup de choses qui arrivent, des projets, de séries. J'ai beaucoup tourné l'année dernière, donc là, à l'automne, j'ai beaucoup de choses qui vont sortir en tant qu'actrice à la télévision, sur le web, au cinéma. Donc ça, c'est mon corps de métier. Et Virago va continuer. Je vais en sortir de façon un peu plus, on va dire, parcimonieuse, parce que je voudrais faire un contenu premium et que les gens se rendent compte qu'il y a énormément de travail derrière un épisode. Et j'ai l'impression que si je jette mes épisodes toutes les semaines, les gens consomment sans se rendre compte la qualité du mini-événement, en tout cas, enfin de l'énorme événement que c'est pour moi et du mini-événement que c'est pour la chaîne. Du coup, j'ai envie d'en sortir, j'en ai plein. J'ai un fichier Excel avec 200 Virago potentiels à faire. Donc moi, je me verrais bien vieillir dans Virago et avoir 80 ans en chroniqueuse. Alors, voilà. J'adorerais ça. Donc déjà, je vais continuer. J'ai d'autres envies de format sur la chaîne. Je vais essayer de les mettre en place tout doucement. Je réfléchis encore à comment le faire aussi pour que ce soit aussi original, sans que ce soit aussi lourd, parce que Virago est quand même très lourd comme dispositif. Mais oui, ça va évoluer, je vais faire d'autres choses, mais malheureusement, je n'ai pas la possibilité de faire ça à plein temps, parce que je ne vais pas reléguer mes activités qui me font gagner ma vie, et qui en plus sont vraiment mon corps de métier par ailleurs. Et tu le disais, tu as beaucoup tourné l'année dernière, que ce soit pour la télé, le cinéma, le web, justement, d'avoir autant travaillé sur le web, et que les vidéos aient autant marché, ça a aussi permis d'accélérer ta carrière et même de te redonner des opportunités à la télé et puis même au cinéma, parce qu'on a vu quand même que les réalisateurs étaient quand même pas mal friands de personnes qu'on voit sur Internet. Ça a pu aussi ça a pu aider. Je pense que vraiment objectivement ça aide, c'est certain. Enfin, en tout cas, ça ouvre une porte, parce qu'évidemment, comparé à d'autres actrices, on peut voir plein de choses que j'ai faites. Donc évidemment, mon CV est ouvert au monde entier sur Internet. Après, c'est toujours pareil. Hein. Si tu peux être ultra connu, tu vas passer un casting comme tout le monde, et tu vas repasser un callback comme tout le monde. Et si tu conviens à un rôle et à un certain moment, voilà. Donc, je pense que d'un certain point de vue, ça aide, et surtout de la confiance en soi, parce que moi, je tourne 200 jours par an. Donc forcément, quand j'arrive sur un long métrage, ou sur une grosse série, j'ai l'habitude de tourner, donc je suis pas en stress, ou j'ai pas, voilà, donc c'est l'expérience surtout que ça apporte, et la régularité, et le fait de tourner vite dans des petites économies, qui fait que quand j'arrive dans une grosse économie de série, je suis très confortable, ça se passe très bien pour moi, donc ça c'est l'acquis de l'expérience, je pense, qui aide de plus que la notoriété. Super, écoute, merci beaucoup Aude de t'être prêtée à ce jeu-là. Vous retrouvez aussi les épisodes de Virago que je vais mettre dans la description, et puis tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir son travail. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.